Nous prenons donc comme point de départ de notre philosophie l'expérience humaine dans toute sa force, non pas le rêve. C'est un étudiant, une fois qu'il me posait la question, mais pourquoi ne commencez-vous pas votre philosophie par des rêves? Il dit parce que le rêve n'est jamais quelque chose de premier. Le rêve, ce sont des résidus. C'est très intéressant. Mais ce résidu, c'est pas le point de départ. Et puis, surtout, il faut que le point de départ de la philosophie puisse être, d'une certaine manière, communiqué à tous les hommes. C'est pour ça non plus que c'est pas l'inspiration. Qu'il y ait des inspirations en philosophie, c'est bien évident. Qu'il y ait des intuitions en philosophie. Là aussi, tout à l'heure, je n'ai pas parlé de cette intuition. Mais ça touche l'inspiration du reste. On pourrait dire que la philosophie commence par une intuition et une inspiration. Mais ce n'est pas communicable à tout le monde. Donc ça ne peut pas être la philosophie de l'homme. Parce que ce n'est pas communicable à tout le monde. Ce serait la philosophie de tel homme, pris par telle inspiration. L'inspiration, c'est très nécessaire d'avoir des inspirations. Mais il faut toujours les vérifier pour être sûr que ces inspirations ne conduisent pas vers des choses purement idéales et me mettent dans des pistes fausses. Seule l'expérience au sens fort me permet de rejoindre la vérité. Et c'est du reste peut-être cela qui me fait le mieux comprendre pourquoi ma philosophie doit s'enraciner dans l'expérience. Parce que je fais la philosophie de ce qui existe, de ce qui est, et non pas une philosophie des possibles, et non pas une philosophie idéale. Or, l'expérience, au sens fort, me met en contact avec la réalité existante. Et je peux, à ce moment-là, comprendre que ce que j'ai saisi de cette réalité, et cette réalité elle-même, est-ce que c'est conforme? Alors je retrouve cette vieille définition. C'est pas parce qu'elle est de saint Thomas que je la prends. Cette vieille définition de la vérité. Adequatio intellectus ad rem. Il faut bien la comprendre du reste. Donc conformité, adéquation de ce que je pense, de ce que je saisis avec la réalité. Mais pour pouvoir dire cela, il faut donc avoir un contact avec la réalité. Et ce contact avec la réalité, c'est justement cette expérience qui me la donne. Mon expérience va plus loin que le fruit de cette expérience, ce que je saisis de cette expérience, ce qui est la matière à tous mes raisonnements. Ça va plus loin. Et c'est pour ça que je peux tout le temps venir à cette expérience comme étant ce qui va mesurer toutes mes réflexions. S'il n'y a pas ce contact direct avec la réalité, je m'enfermerai en moi-même. Et la vérité consistera tout simplement dans une sorte de vérité logique, une espèce d'harmonie. C'est comme me disait quelqu'un qui pourtant avait fait des études philosophiques. Il me dit la philosophie, ça ne sert qu'à une seule chose. Ça sert à parler sans contradiction. Donc, avoir un discours cohérent et logique. La logique sert à avoir un discours cohérent et logique. Mais la philosophie n'est pas la logique. La logique, c'est un art qui me permet de parler correctement. La logique est un art qui me permet de penser, de raisonner d'une façon qui ne soit pas à côté, qui soit juste. Mais la logique n'est pas ce contact avec le réel. Or, la philosophie me fait connaître l'homme. La logique ne me fait pas connaître ce que c'est que l'homme. La logique me fait connaître ce que l'homme est capable de réaliser au plus intime de son intelligence quand il pense, l'être de raison, l'universel. Mais la philosophie va beaucoup plus loin que la logique, parce qu'elle atteint le réel. Et seule l'expérience plénière de la réalité me permet donc de dire que la philosophie a un souci de vérité. Ce n'est pas la certitude qui est première en philosophie, contrairement à ce que dit Descartes. La certitude, c'est très bien, mais je peux être certain dans l'erreur. Il y a des gens qui sont certains dans l'erreur. Ils ont des a priori.
Les gens qui ont des a priori ont une espèce de certitude affective extraordinaire, une certitude subjective étonnante. Mais s'ils restent en erreur, les gens très entêtés, très volontaristes, veulent à tout prix être dans la vérité. Mais s'ils n'arrivent pas à dépasser leur a priori, je crois que le propre du philosophe, c'est justement de chercher la vérité, en essayant de se purifier de tout a priori, ce qui est au fond très difficile, parce qu'on a toujours un peu des a priori politiques, des a priori affectifs, des a priori de tradition familiale, de tradition religieuse. C'est très curieux cela, et je crois ça très important, que le philosophe doit essayer de dépasser tous ces a priori affectifs, religieux, traditionnels ou anti-traditionnels, anticonventionnels, ça revient au même, de droite ou de gauche, se purifier de tout ça pour chercher le réel, la réalité, chercher à atteindre ce qui est, chercher à atteindre l'homme tel qu'il est. Et cela me fait comprendre pourquoi mon point de départ de la philosophie ne peut être que ce jugement d'expérience, ne peut être que cette expérience au sens fort, l'intelligence liée à mes sensations, l'intelligence qui, à travers ce contact avec le réel, saisit ce réel et affirme ceci est jugement d'existence. Je crois que tant qu'on n'a pas saisi ça, on ne voit pas le réalisme profond d'intelligence. Dans un monde comme le nôtre, dans une culture comme la nôtre qui est terriblement idéaliste, ou terriblement critique, il y a les deux, et ça va ensemble, c'est très curieux. Descartes n'est pas pour rien, d'une certaine manière, le grand-père de notre philosophie occidentale, notre philosophie française. C'est le premier qui, philosophe, s'est mis à écrire en langue vulgaire, avant d'écrire en latin. Parce qu'on était liés aux théologiens. Descartes a écrit en langue vulgaire. Et il a été l'initiateur, d'une certaine manière, de notre philosophie française. Si j'ose dire, si on peut dire qu'il y a une philosophie française, je crois qu'il y a une philosophie tout court. C'est la philosophie de la réalité, c'est la philosophie qui essaie de saisir l'homme. Parce que l'homme français, je ne vois pas très bien ce qu'il y a de particulier au plan philosophique, comparativement à l'homme irlandais ou à l'homme africain. C'est l'homme qu'on cherche. On pourra ensuite voir les modalités de culture différentes. Mais le philosophe essaie de dépasser l'aspect de la culture, parce qu'il veut saisir l'homme dans ce qu'il a de tout à fait personnel et d'unique. Et pour cela, il doit avoir ce contact direct avec le réel tel qu'il est, tel qu'il peut le saisir. Or, nous avons 3 ou 4 siècles de critique. Et cette critique nous a conduit à un idéalisme. On a cherché la certitude plutôt que la vérité. Et chercher la certitude plutôt que la vérité, c'est nécessairement accepter des a priori. Alors c'est ça qui est très très difficile pour nous. C'est de dépasser ces a priori et de ne pas nous laisser prendre par le primat de l'idée. Quelqu'un comme Heidegger, je ne suis pas heideggerien, mais je respecte la grandeur de la pensée d'Heidegger. Quelqu'un comme Heidegger a lutté toute sa vie pour essayer de retrouver une philosophie de l'être, penser l'être. Il était en opposition violente avec toute la scolastique décadente. Pourquoi? Parce que la scolastique décadente commençait la métaphysique par l'idée d'être. Et c'est ça que Heidegger n'a pas voulu. Il n'a pas voulu que, de fait, la métaphysique commence par l'idée d'être, parce que s'il commence par l'idée d'être, ce n'est pas l'être. Et l'idée d'être ne peut pas nous permettre de rejoindre l'être. On reste dans l'idée. On reste dans un domaine d'intentionnalité. Et ce domaine d'intentionnalité, c'est le domaine de nos pensées. C'est le domaine du vécu qui est en nous. Mais ce n'est pas le réel. Et c'est pour ça que c'est intéressant, puisque nous sommes après Heidegger, de nous servir de Heidegger pour être celui qui a déblayé le terrain
Il a refusé ce primat de l'idée qui s'était implanté avec tant de force depuis Descartes. Mais Heidegger n'a pas été assez loin dans son opposition. Je crois qu'il fallait beaucoup plus loin que Heidegger pour redécouvrir l'être réel, pour redécouvrir l'être sauvage, comme dit Merleau-Ponty. Redécouvrir le réel dans toute sa force. C'est ça que le philosophe cherche. Et le réel dans toute sa force, c'est l'homme. Et c'est lui. C'est nous essayons de comprendre. Nous, dans notre réalisme existentiel, nous-mêmes, qu'est-ce que nous sommes? Notre réalité profonde. C'est ça qui est intéressant à saisir. Nous avons donc beaucoup de peine à dépasser ces a priori. Et là, j'en souligne tout de suite un, puisque c'est celui de Descartes. Et c'est celui que la plupart du temps nous avons dans notre esprit. Quand nous disons que la philosophie doit commencer par l'expérience, immédiatement, on pense à la critique de Descartes sur nos sensations. Descartes n'a pas voulu suivre Aristote dans cette perspective. Il le dit du reste explicitement, c'est très curieux. Il y a un moment où Descartes tourne le dos à Aristote d'une façon très explicite. C'est tout simplement à propos de l'ordre des interrogations. Nous y reviendrons là-dessus, parce que c'est très important, l'ordre des interrogations. Descartes dit que la question « qu'est-ce ?» et la question « existe ?» Est-ce que cette réalité existe-t-elle? Implique cet ordre. C'est d'abord la signification, puis l'existence de cette réalité signifiée. Alors qu'Aristote dit l'ordre inverse. Il faut d'abord regarder ce qui existe, puis essayer de comprendre après ce que c'est. Tandis que Descartes dit, regardons d'abord ce que c'est, l'idée, la signification de l'idée, puis après de savoir si cette idée existe. Ça n'a l'air de rien, mais ça c'est un renversement complet de l'ordre des interrogations qui met l'idée avant l'exister, qui met l'interrogation sur la signification de l'idée avant de savoir si cette idée existe ou n'existe pas. Bien, je crois que c'est là où on doit saisir justement le grand tournant de l'idéalisme par rapport à une pensée beaucoup plus enracinée dans le réel existant. Une philosophie qui commence à partir des idées Descartes jusqu'à Heidegger. Et Heidegger est celui qui violemment s'oppose à une philosophie qui commence par les idées. Et c'est pour ça qu'il dit que penser l'être, pour lui, c'est toute sa philosophie. Et il a raison. Il a raison de découvrir qu'il faut dépasser cet a priori, parce que c'est un a priori de commencer par le primat des idées. Heidegger est là pour nous indiquer une route nouvelle, extrêmement importante. Revenir au réel existant que nous pouvons atteindre directement par notre expérience, c'est-à-dire notre intelligence présente à nos sensations. Alors, Descartes, pourquoi dit-il ça? Pourquoi tourne-t-il le dos à Aristote? Tout simplement parce que pour lui, nos sensations ne peuvent pas être certaines. Nos sensations peuvent toujours se tromper. Il a devant lui des exemples très simples que nous avons tous. Un albinos, il ne voit pas tout à fait la même façon que nous. Et donc, à l'intérieur des sensations, à cause des organes qui sont présents dans ces diverses sensations, on peut errer. On peut dire que le vert est rouge et que le rouge est vert, ce qui est très gênant quand on conduit en auto. C'est évident. Il peut y avoir cela si on a une sensibilité tactile, par exemple, très abîmée. Je vois certains qui me disent, quand ils prennent un glaçon, ils ne sentent même pas que c'est froid. C'est un peu gênant. J'ai envie de mettre leurs mains dans le feu pour voir si c'est chaud. Je ne l'ai pas fait, mais j'aurais amusé, parce que quand ils disent que le glaçon est froid, après tout, je ne peux pas vérifier. Alors peut-être que leur imaginaire est tellement fort qu'ils n'arrivent même plus à rejoindre le réel. C'est ça les hallucinations. Et ça peut arriver jusque dans le toucher. Mais ce n'est pas parce qu'on a affaire à quelqu'un qui est halluciné que
la sensation du toucher est fausse. Je maintiendrai, moi, quand j'ai en face de quelqu'un qui me prend un glaçon dans les mains et qui me dit qu'il ne sent pas s'il est froid, je maintiendrai de dire, moi, que le glaçon est froid et que le feu est chaud, même si à côté de moi il y a quelqu'un qui dit ça, parce que je ferai appel à tous les autres et les autres diront comme moi. C'est pas parce que certains ont des sensations faussées à cause de leur organe que nous devons mettre en suspicion nos sensations. Nos sensations, c'est ce qui nous permet d'avoir ce contact direct avec le réel. Et ça, je crois que c'est capital. Autrement, on s'enferme dans son imaginaire. Ça m'a beaucoup frappé, ça. Dialoguant avec un professeur de biologie, il avait écouté un petit cours que je faisais. Et il disait, mais j'ai l'impression qu'on pourra s'entendre. Alors je dis oui, parce que nous respectons l'expérience l'un et l'autre. C'est peut-être pas les mêmes expériences, mais nous respectons l'expérience. Et que nous revenons toujours à l'expérience. Il dit oui, parce que moi, quand je parlais des théologiens, j'avais l'impression de ne jamais pouvoir les rejoindre. Parce qu'ils faisaient toujours appel à leur conscience. Alors je dis oui, si on fait appel à sa conscience, et qu'on commence la philosophie par sa conscience, on ne peut plus dialoguer avec les savants. Si je fais appel à l'expérience, je peux continuer ce dialogue avec eux. Je crois que c'est très très important pour nous de comprendre que c'est grâce à cette alliance de l'intelligence et de nos sensations que nous pouvons aller le plus loin possible et progressivement enlever tous nos a priori, c'est-à-dire purifier notre regard. Parce qu'en réalité, nos a priori viennent limiter notre regard et nous empêchent d'aller jusqu'au bout. Tandis qu'au contraire, si notre intelligence est liée à notre main, est liée à notre œil, est liée à notre ouïe, notre intelligence peut atteindre alors, d'une façon toujours mystérieuse qu'il faudra essayer de préciser, elle peut atteindre ce contact avec l'autre. Quand j'écoute quelqu'un qui me parle, et que je réfléchis un tout petit peu sur ce phénomène, quelqu'un qui me parle, quelqu'un autre que moi qui me parle, ben, il y a une expérience là, une expérience que je touche, quelque chose d'autre que moi. Je suis en présence de quelqu'un qui est autre que moi. Et cette expérience que j'ai de quelqu'un qui est autre que moi, j'écoute sa voix, je regarde son visage, me permet de dire oui, je suis en présence d'une réalité existante, autre que ce que je connais d'elle. Et ma connaissance est seconde par rapport à cette réalité. Cette réalité est première, c'est à partir de cette réalité que ma connaissance a commencé de naître. Et ma connaissance est donc relative à cette réalité. Et si ma connaissance est relative à cette réalité, elle pourra être plus ou moins vraie, plus ou moins adéquate, mais elle est en référence à cette réalité. Et ce n'est pas ma connaissance qui est première, mais c'est en référence avec cette réalité. Et c'est cette réalité qui est première. C'est pour ça qu'une philosophie qui commence par l'expérience au sens fort est une philosophie qui atteint le réel. Je dirais c'est une philosophie réaliste. Et c'est celle-là que nous choisissons pour notre itinéraire philosophique, pour essayer par là de remonter jusqu'à la source. Parce que si je ne pars pas du réel existant actuellement, pas un réel hypothétique, pas un réel ancien, une réminiscence, pas mes premières expériences d'enfant, tout ça c'est du passé. Je fais la philosophie de ce que je constate actuellement, de mon expérience actuelle. Et je pars de cette expérience pour remonter le plus loin possible à la source.